Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Au XXe siècle, la Savoie ouvre une autre page de son histoire. Avec le développement des sports d'hiver, des villes entières naissent là où n'existaient que quelques chalets d'alpage. Des architectes audacieux imaginent de nouvelles stations de ski. Ce fut le cas aux Arcs, où dès 1969, un atelier d'architecture dessine une station dont les vertus esthétiques sont aujourd'hui redécouvertes. Classée patrimoine du XXe siècle, la station des Arcs préserve désormais ses bâtiments les plus originaux. Cette année, 30 appartements sont en cours de restauration. Oui, vous gardez la salle d'eau. Alors on garde la cellule, salle d'eau. Guy Rémillet faisait partie de l'équipe de Charlotte Perriand, l'architecte qui a conçu la station avec l'idée que chaque appartement devait disposer d'une véritable vue sur la nature. Vous donnez à votre client, vous lui donnez une vue. Mais celui qui achète cette chose-là, cette vue, il veut la garder et il veut être sûr qu'on ne va pas la lui prendre en construisant devant son nez, quelques années après, quelque chose qui va venir leur boucher cette vue. Et c'est pour ça que vous observerez aux Arcs que toute l'urbanisation a été conçue pour que les immeubles ne se portent pas préjudice entre eux. Je suis savoyard d'origine. Et j'ai toujours aimé la vie en montagne depuis mon enfance. Cet amour de la montagne a conduit Guy et ses collègues à intégrer les nouvelles constructions dans le paysage. Il y avait un développement qui se faisait à l'époque dans les stations qui consistait à créer ce qu'on appelle un front de neige. Un front de neige, c'était un grand barrage en bas des pistes. Et nous avons craint cet effet monumental de barrage qui coupe la vue du piéton sur la vallée. Donc nous avons mis des bâtiments dans le sens de la pente. Autre grande innovation, les structures en biais des façades. Pour un visiteur qui arrive la première fois, il se dit, tiens, ici voilà des architectes qui ont voulu se faire remarquer. Pas du tout. Toutes les formes que vous voyez sont sorties de raisonnements très pointus sur l'adaptation à la morphologie du lieu. La façade sud, la façade ensoleillée que vous voyez, est constituée de terrasses superposées qui sont disposées en cascade pour ne pas porter d'ombre les unes sur les autres. Et pour que les étages supérieurs ne perdent pas en superficie, les niveaux successifs sont montés en escalier. Une technique qui donne au bâtiment une forme très particulière, avec deux façades obliques. À la même époque, un architecte du groupe conçoit un nouveau type de chalet qui rompt avec le bâti traditionnel, le chalet pointu. Colette Guichard et son mari Paul vivent ici depuis 1972. La station est en bas. Et nous, on est plutôt au milieu des arbres, au milieu de la nature, en fait. Moi, mon truc, ça a toujours été vivre dehors. Et là, vraiment, je peux dire que je suis en plein milieu. C'était merveilleux. Les premiers habitants de la station se sont vus proposer une véritable aventure.
En échange d'un terrain bon marché, ils devaient bâtir leur maison selon les plans de l'architecte Bernard Taillefer. Paul et Colette travaillaient tous les deux dans la station. Ils ont fait partie des pionniers qui se sont lancés dans la construction de ces chalets aux formes si particulières. À l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu plonger. Alors, d'ailleurs, tous les gens regardaient, passaient, ils disaient « Oh là là, c'est bizarre et tout ». Bah oui, c'est à l'époque, surtout là. Là, vous avez vu, c'est des bergeries en pierre. C'est traditionnel, quoi. Ah là, vraiment, ça a cassé un peu ça a cassé un peu l'architecture. Certaines innovations se sont confrontées à la réalité de la mise en œuvre. Théoriquement, la terrasse était faite pour se replier avec des cordes dans la baie vitrée. Et ça s'est avéré infaisable. Donc elle est restée sur place. Avec leurs toits imbriqués les uns dans les autres et leurs plans inclinés, les chalets présentent des formes extérieures originales et des espaces intérieurs tout à fait confortables. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, en fait, ce sont les volumes. Vous voyez, il y a 4 parties qui communiquent les unes les autres, ce qui nous permet de vivre tous ensemble, en fait. Et puis, on a chacun un coin. Là, nous avons le coin repas. Ici, nous avons le coin télévision. Et là, le coin solarium, où on bouquine. Et plus dehors, bien sûr, la terrasse qui nous donne une vue de 180 degrés facile. À 2 pas des Arcs, dans la Haute-Tarentaise, le glacier de Tignes permet de skier toute l'année à plus de 3000 mètres d'altitude. Depuis 20 ans, Éric Gautret consacre tous ses loisirs à la pratique d'une des plus anciennes techniques de ski, le télémark. Le principe du télémark reste simple. Comme en escrime, on fait une fente et on vient, je dirais, faire le virage en descendant le genou pour pouvoir s'équilibrer. On essaye de faire tout ça? Ouais. Eh ben allez, on se met en route. Petit. Allez, petit, départ, on y va. Avec son association Génération Télémark, Éric initie bénévolement les jeunes à cette discipline en plein renouveau. Descends bien le genou. Voilà. Ok, super le genou. Descends le genou pour finir. Descends bien ton genou. Oui, encore. Super, ça tient là, regarde. Je pense que la beauté du geste, c'est la première vitrine. C'est ce qui attire l'œil, c'est ce qui crée la sympathie pour cette technique. Les gens viennent nous voir parce que c'est beau, ils nous le disent tous et je crois qu'on le partage tous ça. Cette technique polyvalente, qui permet de monter et descendre avec les mêmes skis, est inventée au XIXe siècle. Mais elle est très vite supplantée par la mise au point du ski parallèle, plus accessible. Dans les années 50, l'invention des remontées mécaniques participe au développement des stations qui misent sur ce nouveau sport d'hiver. Et depuis les années 70, grâce au perfectionnement du matériel, le ski est mis à la portée du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, certains passionnés de la glisse s'intéressent aux qualités des skis anciens. Dans son atelier de la vallée de Chamonix, Peter relance la fabrication artisanale de skis en bois. Par amour du ski, ce Californien a rompu avec 20 ans de vie parisienne pour reprendre cette ancienne scierie de montagne. En autodidacte, il redécouvre les techniques de fabrication traditionnelles et les adapte aux exigences du ski moderne. Je pense énormément au plaisir que ça va procurer. Quand les skis partent et trouvent une maison, je suis toujours un petit peu attristé. Mais bon, ça fait partie du jeu, du travail.
Puis c'est bien sympa, des fois j'arrive à les recroiser sur la montagne et ça alors ça me fait plaisir aussi. Surtout quand je vois les gens qui les utilisent avec un grand sourire et puis une satisfaction. C'est comme un bénéfice qui vaut bien plus que l'argent en fait. Là, on va travailler tout simplement avec de l'huile de lin, mélangée avec un tout petit peu de terpentine. Et tout de suite... Ah ouais, là on voit, ça révèle carrément les... Voilà, là on va aller chercher et tout. la vraie essence de la pièce. Aujourd'hui, Peter a invité Simon de l'association Génération Télémark à essayer ses skis. Pour trouver de la neige vierge et skier hors piste, ils parcourent à pied quelques centaines de mètres au-dessus de la station d'Argentière. On y est presque. Là, ça grimpe, là. Nickel, hein? La montée, c'est ce qui fait qu'on mérite la récompense, ce qui est la descente. Quand on se donne cet effort-là, c'est la plupart du temps récompensé par de super sensations. Dans la trace de Peter, Simon enchaîne les virages avec aisance. Il est conquis par ce retour aux sources du télémark avec des skis traditionnels. Nickel. J'ai envie de dire, on ressent bien la neige. On a une espèce de... peut-être de communion, ou de sensation du sol, de la neige, de la matière, de la transmission de toute la sensation de glisse qui vient, voilà, comme tu m'expliquais, vraiment dans tout le corps. On se sent beaucoup plus proche par rapport à un ski plus traditionnel ou construction plus moderne. C'est quoi là ce que vous avez dans la main? Là, ça s'appelle un pachon. Un pachon, c'est un bout de bois qu'on utilise en télémark et qui remplace un petit peu les bâtons traditionnels. Ceci dit, c'est plus ancien que les bâtons. C'est assez sympa. Il y a plusieurs techniques. On peut changer de main, on peut le basculer comme un pagaie. Et puis ça donne encore un aspect un peu de liberté et qui change de l'ordinaire. À la frontière italienne, le col du Petit Saint-Bernard est l'un des plus anciens itinéraires transalpins. Car à 2200 mètres, c'est l'un des passages les moins élevés de la région. Comme en témoignent de nombreux vestiges archéologiques, il est utilisé depuis la haute antiquité. Saint Bernard de Menton fonda ici un hospice au XIe siècle pour protéger les voyageurs des dangers de la montagne. Aujourd'hui, le col porte son nom. Il est traversé par la frontière, une ligne matérialisée sur le terrain par des bornes. En France, c'est l'IGN, l'Institut géographique national, qui est chargé de leur implantation précise. Voilà, du coup, on est par ici et la route fait comme ça désormais.
Voilà, un crochet. C'est la mission de François Pérussel-Morin, directeur interrégional à l'IGN. Une cinquantaine de mètres, il faut qu'on vérifie si la borne est bien au bon emplacement sur la frontière. La route entre les deux pays vient tout juste d'être déviée, car elle passait en plein milieu d'un cromlech. Un alignement de pierres du néolithique, précieux vestige archéologique désormais préservé. Déjà c'est bien, la borne n'a pas été endommagée. Mais pendant les travaux, la borne frontière symbolique a été déplacée de façon approximative. Par contre, petite particularité, elle a été mise dans le mauvais sens. Normalement, le I, il aurait dû être de ce côté-là, et le F de ce côté-là. Pas de Et chance, ça a ils l'ont été remonté à inversé. l'envers. Ils l'ont remonté à l'envers, la borne. Donc Bien même droite, bien jolie, bien sur le bord de la route. apparemment, elle est à peu près sur le tracé de la frontière, mais de toute manière, il va falloir la déplacer pour la remettre dans le bon sens. La frontière, elle a une fonction tout d'abord politique et légale. Ça sert à déterminer des surfaces. Dans certaines situations historiques, elle peut avoir une fonction militaire, mais c'est surtout une fonction symbolique. En quelque sorte, c'est un trait d'union entre les peuples. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les cartes IGN, les frontières sont symbolisées avec des pointillés qui permettent de passer de part et d'autre et qui sont tout sauf une barrière infranchissable. Afin de repositionner la borne sur son emplacement légal, Élodie Dubois et Victor Rudan, les deux topographes, cherchent le tracé de la frontière à l'aide d'un GPS professionnel. François Pérussel-Morin, lui, mesure la position de la borne à son emplacement actuel au centimètre près. En attendant que la nouvelle borne frontière soit implantée sur le tracé de la frontière, on a besoin d'un point de repère sur le terrain qui servira éventuellement à des géomètres pour réaliser des travaux d'infrastructures routières. C'est ce qu'on appelle un point géodésique. Grâce au travail des géomètres, dans quelques semaines, la borne sera réinstallée à son emplacement définitif. Mais la mission la plus emblématique de l'IGN, c'est la mise à jour et l'édition de 1800 cartes très détaillées qui couvrent tout le territoire français. Ce matin, dans le massif du Mont-Blanc, près du village des Contamines, Élodie et Victor entament une très grande journée de marche. Tous les 5 ans, les topographes de l'IGN vérifient l'exactitude de la carte. Avec une échelle de 1 cm pour 250 mètres, chaque détail compte. On a la passerelle, Hello, sur le... Est-ce qu'on a la passerelle? Bonne question. Alors, on est parti comme ça. On vient de passer les petits lacets. Ouais, voilà, non détour. Ah bah, Non, elle y est on l'avait pas. pas. Elle y est pas. Ok, mais je vais la noter alors. Donc les petites passerelles comme ça se met sur la carte, c'est des bons points de repère. Souvent, on aime bien, quand on a la carte en main, qu'on est fatigué, qu'on a fait quelques virages, savoir exactement où on en est. Et donc, avoir cette petite passerelle sur la carte, ça permet de savoir exactement où on en est dans notre cheminement. En sortant de la forêt, à près de 2000 mètres d'altitude, Élodie et Victor arrivent au refuge de Trait-la-Tête. C'est le point de départ des randonnées en haute montagne dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. Ils doivent vérifier un sentier dont le tracé a été modifié. Ok, donc on est là, faudrait voir si ça vaut le coup d'aller plus loin du coup. Bonjour. Bonjour. Avant de s'élancer en montagne, ils recueillent des informations auprès de Mathilde, une des gardiennes du refuge. Carte Oui. sur la zone. Oui. Et on a entendu dire que le sentier d'accès aux conscrits était modifié. Tout à fait. Donc le nouveau sentier, il est assez haut perché, il est assez long. Donc ça rallonge le temps de parcours. Un peu, ouais. Une personne qui marche normalement, elle mettrait 2 heures pour atteindre la passerelle. Et puis après, il reste une demi-heure pour arriver au conscrit. Ok, voilà. Bon bah super. Tout bon? Des informations qu'il faut vérifier sur le terrain. On s'est arrêté là parce que on arrive visiblement à l'intersection du nouvel itinéraire qu'ils viennent de créer. Donc comme ce chemin, on ne l'a pas du tout sur notre carte,
Il va falloir qu'on le lève avec notre GPS. Donc ça, c'est notre antenne GPS. Et puis ça, c'est ce qui va nous permettre de voir où on est. Pour des raisons de sécurité, le sentier a récemment été modifié par le bureau des guides des Contamines Montjoie. Élodie et Victor vont maintenant retranscrire ces changements sur la carte. Alors en fait, on est en présence d'un glacier qui a reculé. Donc en fait, il a perdu en volume, donc il s'est affaissé. Et les rives sont devenues dangereuses, on ne pouvait plus accéder au refuge. En fait. Jusqu'à présent, en fait, l'itinéraire, il passait en bas, là. Et il allait rejoindre le glacier vers le névé, là-bas. Et en fait, ça remontait le long du glacier. Et puis après, au bout, là où il y a le ressaut glaciaire, il y avait des échelles. Et maintenant, avec la perte d'épaisseur du glacier, les échelles, en fait, sont beaucoup trop hautes par rapport à la pente du glacier. Donc du coup, c'est devenu un itinéraire impraticable et compliqué. Le sentier balisé pour accéder au refuge des conscrits passe désormais en balcon, c'est-à-dire à flanc de montagne. Plusieurs obstacles attendent les randonneurs tout au long du parcours. Et pour sécuriser les marcheurs, quelques aménagements ont été réalisés. Élodie, vous signalez ce genre de passage sur la carte? Oui, ce genre de passage, on estime qu'ils sont pas raisonnables pour un randonneur, on va dire un randonneur moyen. Et par conséquent, comme c'est un sentier balisé, on ne va pas enlever le sentier juste à cause de ça. Surtout qu'il est équipé, il y a des cordes, etc. Mais on va le signaler par des petits pointillés sur la carte. Pour dire, attention, ici c'est un passage difficile. Après 3 heures de montée, les deux topographes découvrent le nouveau passage qui permet de rejoindre l'itinéraire traditionnel. Ah ben voilà cette passerelle. C'est impressionnant. Ouais, tout le travail d'aujourd'hui, c'est à cause d'elle, de cette jolie passerelle là, qui a été construite tout récemment. Alors maintenant, on va tout simplement passer sur la passerelle pour avoir la trace dans l'ordinateur et puis pouvoir la mettre dans la prochaine carte IGN. La fonte du glacier des conscrits n'est pas un cas isolé. Ce phénomène est particulièrement visible avec la mer de glace. En 100 ans, le plus grand glacier de France a perdu 120 mètres d'épaisseur et 2 km de longueur. Une transformation qui intéresse les scientifiques. C'est en septembre qu'on observe le mieux les phénomènes liés à la fonte des glaciers, quand les températures de l'été ont fait disparaître la neige et que les rayons du soleil font fondre la glace durant la journée. Généralement, le flux de la fonte, ça s'arrête à quelle période? Le moulin devient sec plutôt fin octobre-novembre. Le glaciologue Luc Moreau et François Damilano, l'alpiniste des Cascades, ont choisi la plus belle journée de septembre pour observer les évolutions récentes de la mer de glace. Tout au long du glacier, les eaux de fonte ruissellent en un réseau qui épouse les formes du terrain. Ces petites rivières trouvent des passages pour s'infiltrer dans la glace. Tiens, là, tu vois, regarde, là. Ah oui, voilà, une fracture, une crevasse et
des ruisseaux qui la taillent. Donc là, on voit un bel exemple du système bédière-moulin. L'eau se concentre dans des petits ruisseaux, ce qu'on appelle des bédières. Ça vient du mot béal ou bief en vieux français, ça veut dire torrent. Et ensuite, à la faveur d'une crevasse, le petit ruisseau tombe à l'intérieur, s'infiltre dans le glacier et creuse. Et c'est ce qu'on appelle un moulin. Regarde, t'as la crevasse qui continue, il y en a derrière. Ouais, j'ai l'impression que, comme le glacier en ce moment, il perd beaucoup en épaisseur, il y a de moins en moins de crevasses. Ah, là, c'est beau, là. Là, c'est beau, là. Il est profond, celui-là. Hein. Prends un caillou, voir. Il est profond, là, regarde. Il est profond. Hop. Ça peut être profond. Généralement, une crevasse, ça fait 30-35 mètres de profondeur, mais si la crevasse est taillée par l'eau, alors là, ça peut faire 50, 70, 80, 100 mètres. Tout dépend du débit de la rivière, de la bédière. L'eau qui s'infiltre dans les crevasses ressort généralement à l'avant du glacier. Malheureusement, en 1892, une poche d'eau s'est formée sous le glacier de la Tête-Rousse et produit un effondrement dramatique. Sous la pression, la glace casse, la vallée de Saint-Gervais est inondée et 175 personnes trouvent la mort. Luc et François s'approchent maintenant de la grande bédière de la mer de glace. Un spectaculaire canyon qui se creuse au même endroit depuis plus de 100 ans. Là, on a une zone qui est non crevassée, qui réceptionne toute la fonte. Et chaque année, chaque été, voilà, donc la bédière creuse un petit peu plus son lit dans la glace pour ensuite être captée par une crevasse. Pour observer l'écoulement de la rivière, les deux hommes descendent explorer le Grand Moulin. C'est une des façons de vérifier qu'il n'y a pas de formation de poche d'eau. Ah mais attends, là, c'est la gueule du diable, là. Wow. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le bruit, là. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Ah, regarde, là. Mais là, il y a encore énormément d'eau, là. Ouais, les moulins, on aime ça parce que c'est réellement la vie du glacier, la fonte du glacier, l'eau qui creuse. C'est très beau, c'est toujours très impressionnant. Et puis on se sent tout petit. Ouais, c'est magnifique. Luc et François descendent en rappel le long de la cascade d'eau, à près de 60 mètres sous la glace, dans un bruit assourdissant. On voit donc en direct la circulation de l'eau à l'intérieur, depuis la surface. Ça, c'est de l'eau de fonte. Puis ensuite, ça va parcourir les fractures dans la glace et ressortir du glacier. C'est pas lumineux, c'est vraiment les entrailles de la terre. Et la glace autour, on a l'impression que c'est du marbre. Alors, au-delà du fait que c'est très esthétique, ça nous apporte beaucoup d'informations sur la circulation de l'eau et puis sur les éventuelles rétentions d'eau. Quand on voit l'eau qui circule comme ça veut dire qu'il y a une bonne circulation, qu'il n'y a pas de rétention, qu'il n'y a pas de poche d'eau.
Tout au nord de la Savoie, juste derrière le massif du Chablais, le Léman. Le plus grand lac naturel d'Europe de l'Ouest. Depuis des siècles, la vie des hommes est étroitement liée à celle du lac. À 7 km de la frontière suisse, Meillery, adossé à sa montagne, est un village qui vit de la pêche et de ses carrières de pierre. La commune a connu la prospérité au XIXe siècle, grâce à sa carrière et au trafic de son port, point de départ du transport des pierres sur le lac. Une tradition de batellerie que les hommes de Meillery perpétuent à leur manière. Allez, c'est parti. On rame l'eau et on laisse glisser. À bord de leur canot de sauvetage historique, ces rameurs s'entraînent sous la direction de Christian Charles. Ensuite dans la longueur. Ils préparent les courses traditionnelles au cours desquelles s'affrontent les 34 sociétés de sauvetage du lac. Ouais. Arriver à faire synchroniser un bateau et pouvoir être présent dans les concours du week-end, être bien mis en valeur, c'est sûr que c'est un plaisir, c'est une fierté aussi. On continue à ramer, on se concentre sur sa rame, on oublie les vagues. C'est pas signe de bon temps tout ça. C'est là qu'on sent vivre le bateau, avec des conditions comme ceci. Christian et son équipage ne craignent pas le coup de vent qui s'annonce. Pourtant, de véritables tempêtes peuvent démonter les eaux du lac. Pour secourir les naufragés, des sociétés de sauvetage se sont créées au fil du temps tout autour du Léman. Chacune possédait son canot à rame pour sauver les équipages en perdition. Voilà. Là, on suit bien les nages. Aujourd'hui, les concours entre villages perpétuent la tradition. Oui. Ah bah moi je suis né dedans. Grâce à mon père, à mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ils ont tous fait partie du sauvetage. Et puis voilà, je suis bien. Avec Eric, on a fait toutes les manifestations sportives du Tour de Lac depuis qu'on a 14 ans. Allez, bien ensemble. Surtout raccourcis pas, hein. Allez, on met la petite étincelle sur l'arrière. Rendons grâce à nos anciens d'avoir su conserver ce bateau, justement, parce que c'est ce qui permet aux jeunes de pouvoir se retrouver, s'exprimer ensemble et tout, quoi, voilà. C'est le nerf du village, on va dire, la société de sauvetage. On raccourcit pas. C'est là-bas, à Meillery, au village des rochers, qu'à l'ombre de ces montagnes. Allez, on s'applique facile. Là, on va être en appui tout de suite, hein. Avec ses 70 km de long et ses 14 de large, le Léman est une véritable mer intérieure. Une formidable ressource naturelle que les hommes ont toujours exploitée. Aujourd'hui encore, 50 pêcheurs de la rive française possèdent un permis professionnel et toute une économie repose sur les poissons du lac. Oui, c'est bien ce matin. Très bien. Christian a délaissé le canot à rame historique pour accompagner Jean Jacquier sur son bateau de pêche. Là, c'est la pêche qu'on appelle la pêche des pics. C'est la pêche pour la ferra. Voilà, ça, c'est une ferra, ça. C'est un poisson qui est typique aux lacs alpins. Donc le Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget. C'est un poisson qui a une chair fine,
C'est un poisson qui commence à être connu hors des lacs alpins. Pas mal de Savoyards ont ouvert des restaurants dans les différentes régions de France et puis ils veulent faire connaître un peu leurs produits d'origine. Christian est négociant en poissons du lac et les eaux du Léman recèlent de nombreuses espèces. Ferrat, omble chevalier et perche, 800 tonnes sont pêchées ici tous les ans. À Meillerie, c'est une grande histoire, l'histoire des pêcheurs. Oui, moi, je suis depuis 5 générations, le 5e. Ben, moi, j'ai appris la pêche avec mon père, avec mes oncles. Dans le temps, il n'y avait pas d'agriculture, donc on était soit pêcheurs, soit on travaillait aux carrières. Tiens, je te laisse travailler, Christian. Ouais. Moi, je suis baigné par le lac, hein, donc tout ce qui a trait au lac, ça fait partie de notre culture générale. Moule un peu, là, ouais, bon, c'est peut-être le départ. Quand ça moule, c'est une expression patois, ça veut dire qu'il y a moins de poissons, voilà. Plutôt que dire il y en a moins, on dit ça moule. Malgré que des fois il y ait beaucoup de travail, on arrive toujours à regarder un petit moment de la beauté du lac. Quand on a les montagnes qui sortent, c'est magnifique. Ah, ça me plaît beaucoup, oui. Ça me plaît beaucoup. Ah, on est directement en contact avec la nature. C'est mon village. Avec l'église au sommet du village, c'est vrai que ça donne quelque chose de très pittoresque qu'on trouve nulle part ailleurs. Vous êtes dans l'eau et puis vous êtes en montagne tout de suite. Vous avez tous ces bois qui sont derrière. Je suis très amoureux de mon coin, oui. À la tête d'une petite entreprise familiale, Christian fournit en poissons restaurants et détaillants sur toute la rive française du lac. Ce lac, c'est l'essentiel de ma vie, c'est le pilier de ma vie, puisque je passe pas une journée sans être en contact avec le lac ou être dessus, quoi. J'ai fait pas mal de coins autour du monde. Honnêtement, on est dans les sites les plus beaux qu'on puisse trouver sur la planète, hein, parce que quand vous voyez les perspectives que vous avez actuellement sur le fond du lac, avec les montagnes qui se découpent dans le fond et tout, c'est grandiose, quoi. La tournée de Christian le conduit d'abord à Évian, la fameuse ville thermale des bords du Léman. Il livre ses poissons dans cet hôtel typique des années 30. Salut. Ah, bonjour Christian. Sébastien est le propriétaire des lieux. Ah, super. Il a su conserver le charme d'origine de son établissement. Un hôtel bâti sur le site même d'une des sources de la célèbre eau minérale. La source Graziella. C'est l'or d'Évian, l'eau d'Évian. Cette eau est à l'origine, bien sûr, du thermalisme qui fit d'abord le succès d'Évian, parce que les gens venaient pour le thermalisme d'une part, je dirais presque de façon officielle, mais c'était avant tout une station mondaine où il fallait être vu, où il fallait rencontrer des gens. C'était un petit peu le Saint-Tropez avec moins de bling-bling de l'époque. Au début du XXe siècle, Évian se développe grâce à la commercialisation de son trésor naturel. À côté de la célèbre source Cachat est édifié un temple de l'eau, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau pour accueillir le public. Un vaste établissement thermal est bâti en 1902 sur les quais flambant neufs du Léman. Villa Cossu, grands hôtels, théâtres et casinos, la ville gagne du terrain et devient entre les deux guerres un lieu de villégiature prisé des têtes couronnées de l'Europe entière.
À 20 km plus à l'ouest, le village médiéval d'Ivoire, surnommé la Perle du Léman. Un des plus beaux villages de France. Un château des ducs de Savoie partiellement détruit par les attaques genevoises et françaises au XVIe siècle, mais restauré par la famille d'Ivoire qui l'occupe depuis plus de 300 ans. C'est ici que Christian est attendu. T'as été aujourd'hui? Ouais, on a bricolé un peu, ça va. On dit toujours on bricole, on dit ouais. Ça va? Ok. Ça va? La famille de Jean-François Kung tient un restaurant sur le port d'Ivoire depuis 3 générations. Impec. Le poisson du lac, c'est la spécialité de la maison. Ça, c'est écaillé, raide comme des bâtons. Ah, elles sont bien fraîches, hein. J'ai cuisiné longtemps, mais maintenant c'est mon gendre Christophe qui cuisine. Il sait mieux faire que moi maintenant, mais j'ai perdu l'habitude. Christophe? Viens, on a des verres. Allez, tu vas bien? Comme tous les poissons d'eau douce, la chair fragile de la ferra demande une préparation délicate. Ça va comme tu veux, Christophe, ouais? Ça va, ça se prépare. Alors là, on voit bien la cuisson de la ferra, là. Vous voyez, là, c'est la partie qui est là-dessus, elle est encore crue. Autour, c'est cuit. Et tout d'un coup, quand ça va être à peine blanc dessus, vous voyez, là, c'est blanc. Quand ça va être à peine blanc dessus, là, il faut arrêter. Et là, la cuisson, elle est parfaite, hein, Christophe, t'es d'accord? Voilà, ça reste savoureux et c'est pas sec, en fait. Les femmes, nos grands-mères, les femmes faisaient beaucoup la cuisine dans le temps ici. Elles faisaient uniquement les ferras au four, cuits pendant 20 minutes. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs dont mon gendre, là, ont des cuisines nouvelles et qui sont plus appropriées aux poissons que ce qu'on faisait nous. Sur les eaux du Léman, de vieux gréements côtoient les bateaux modernes. À Évian, un groupe de passionnés s'est battu pendant des années pour financer et reconstruire un navire emblématique du lac. On est prêt à larguer les amarres. L'équipage fonctionne en association et recrute tous les ans de nouveaux membres. Bonjour. Tu vas bien? Salut. Christian s'essaye aujourd'hui à la manœuvre. Et le capitaine qu'il retrouve à bord est une vieille connaissance. On est tous les deux membres du sauvetage au Léman et du bord du lac. Donc forcément... On a les mêmes gènes, je pense, qui doivent traîner. Ça doit bien se ressembler quelque part. Il y a quelque chose. Introduites sur le lac par les ducs de Savoie à des fins militaires, ces galères latines se sont transformées au fil du temps en embarcations de transport. Reconstruite en 2001, la Savoie est une réplique de ces bateaux en bois de 35 mètres de long qui ont fait les beaux jours de la marine à voile sur le lac. On monte la voile en montant la drisse ici, la montanière donc en termes régionaux, avec une seule consigne, quoi qu'il arrive, on ne lâche jamais. Même si ça bloque, parce que s'il y en a 2 qui lâchent sur les 3 qui tirent, 2 qui lâchent, le 3e peut pas tenir, et là les doigts ça fume. Allez, on envoie. Michel, 1, 2, 3. Comme au siècle dernier, 5 hommes d'équipage sont mobilisés à la manœuvre. Voilà, c'est bon. Les impressions, super. Là, cette découverte. Ah, c'est super. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Et ça doit faire 200 kilos. C'est bon, là? Ouais, c'est impressionnant. Hein. Notre but, c'est de faire connaître ce bateau, pour revivre un peu les barques à l'ancienne. Alors, ces barques étaient chargées entièrement sur le pont, en appuyant le chargement contre cette pièce ici, à peu près 1 m 30, 1 m 40 d'eau, sur la largeur du pont ou presque. On gardait simplement
Ce passage d'hommes là, sur le côté pour pouvoir faire les manœuvres dans les ports, parce qu'il ne faut pas oublier que ces barques n'étaient pas motorisées, et puis un passage au milieu pour les manœuvres. C'est pas si vieux que ça, hein. Les anciens pêcheurs de Meillerie qu'on pourrait côtoyer éventuellement pendant les 80 ans, leurs pères ont travaillé sur les barques. Hein. Jusqu'à l'avènement du béton, les hommes extraient de la montagne de Meillerie la pierre qui sert à construire les villes comme Thonon, Évian ou Genève. Sur le port, 200 tonnes de pierre sont chargées sur chaque bateau. Un travail de forçat pour les ouvriers qui poussent des brouettes de 150 kg en équilibre sur des planches. La demande de pierre est énorme. En 1908, on dénombre 68 bateaux de ce type sur le lac. Mais l'apparition des grands bateaux en fer à moteur ruine cette batellerie et les barques en bois disparaissent presque totalement. Aujourd'hui, la Savoie existe grâce au dévouement des bénévoles qui ont imaginé sa reconstruction et qui la font naviguer régulièrement. La barre à tribord à fond. Voilà. Là, c'est bon, là. Bah, c'est bien, c'est sympa, ça me fait découvrir un autre mode de navigation. C'est une autre approche, mais c'est une approche très intéressante. À refaire, on dirait. On a des cartes d'adhérents, il n'y a pas de problème. Je vais t'en prendre. Je te considère comme équipier pour la prochaine saison, même déjà pour la fin de la saison, si tu veux. C'est fédérateur, on voit des gens de tout milieu, de toute région qui viennent s'intégrer dans les équipages. Donc il faut croire que ce bateau, c'est une nécessité, qu'il fallait absolument le reconstruire.